Merci beaucoup donc d'accueillir un pneumologue, non réanimateur, un peu sur les bords, mais que sur les bords, pour vous parler un petit peu de la dyspnée de la femme enceinte. Donc ça c'est ma figure imposée sur les déclarations de lien, donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Alors, quand on m'a demandé de parler de la dyspnée de la femme enceinte, je me suis dit mais toutes les femmes enceintes elles sont essoufflées en fait. C'est assez banal comme symptôme. Et effectivement, du fait de modifications physiologiques qui surviennent au cours de la grossesse, du fait des modifications physiologiques qui surviennent au cours de la grossesse, eh bien les femmes enceintes sont très souvent, se plaignent en tout cas d'un essoufflement. Donc c'est un symptôme très très fréquent qui sont liés à la fois aux modifications hormonales, à la prise de poids bien entendu, donc ça va en croissant au fur et à mesure de la grossesse. Mais il existe aussi des modifications physiologiques, respiratoires et circulatoires qui touchent à la fois sur les voies respiratoires et la mécanique respiratoire. Et on va le voir là dans les diapositives qui viennent. Donc cette dyspnée est le plus souvent bénigne, mais elle peut être parfois révélatrice de pathologies cardio-respiratoires, ou bien aggraver certaines pathologies cardio-respiratoires préexistantes. Donc les modifications des voies respiratoires, elles sont liées directement aux modifications hormonales. C'est essentiellement un œdème et une fragilité de la muqueuse, à la fois de la muqueuse nasale, de la muqueuse bronchique, de la muqueuse de toutes les voies respiratoires, avec une hypersécrétion de mucus. Tant et si bien qu'il y a un des symptômes qui est très fréquent chez la femme enceinte, c'est la rhinite, qui est présente chez environ 30% des femmes enceintes, en particulier au cours du 3e trimestre. Sur le plan fonctionnel respiratoire, il existe des modifications des volumes pulmonaires, pas des débits expiratoires qui sont toujours normaux, avec une diminution de la CRF d'environ 20%, qui est liée en fait à l'augmentation du volume nominal et à la changement de conformation diaphragmatique, qui lui fonctionne par contre normalement, avec une baisse variable à la fois des volumes de réserve expiratoire et du volume résiduel. En ce qui concerne la ventilation elle est plus importante. Il y a une augmentation de la ventilation minute de l'ordre de 20 à 40% chez la femme enceinte, par augmentation du volume courant, pas du fait de l'augmentation de la fréquence respiratoire, et ceci étant la conséquence de l'hyperprogestéronémie que l'on observe chez la femme enceinte, avec donc une stimulation directe des centres respiratoires et une augmentation de la sensibilité à la PaCO2. Donc cette augmentation de la ventilation alvéolaire va se traduire, bien entendu, sur des gaz du sang par une augmentation de la PaO2 et une baisse de la PaCO2 avec une alcalose respiratoire. Donc c'est parfois un peu difficile sur ce genre d'examen de pouvoir avoir un impact diagnostique. Sur le plan circulatoire, donc ça c'est un peu plus moi ce qui m'intéresse directement, vu qu'on parlera tout à l'heure d'hypertension pulmonaire quand même, parce que même si c'est une maladie rare, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler un peu quand même. Donc les modifications circulatoires au cours de la grossesse, c'est une augmentation du volume sanguin circulant, une augmentation du volume plasmatique, qui est de l'ordre de 30 à 40%, une augmentation du débit cardiaque, qui est de l'ordre de 50%, donc toutes les femmes enceintes ont un débit cardiaque augmenté. C'est normal, parce qu'elles sont deux. Une augmentation de la fréquence cardiaque, et par voie de conséquence, une diminution des résistances vasculaires systémiques et pulmonaires, qui sont, comme vous le savez, des mesures qui sont purement calculées et non mesurées. Alors, la démarche diagnostique, elle est assez classique. On va distinguer dyspnée aiguë, dyspnée chronique. Je ne vais pas vous refaire le cours que je fais aux étudiants sur la dyspnée. Et en gros, il y a 3 grandes choses qu'il faut regarder. C'est le cœur, le poumon et le transport en oxygène. Donc, vérifier s'il n'y a pas une anémie. L'anémie qui est quand même assez fréquente et qui est probablement la première cause d'essoufflement chez la femme enceinte. La deuxième question, c'est est-ce qu'il existe une pathologie cardio-respiratoire sous-jacente qui est susceptible soit d'être révélée ou de s'aggraver pendant la grossesse, donc par exemple l'asthme, la mucoviscidose, la sarcoïdose, la lymphangiomyomatose, je vais vous en parler aussi, les valvulopathies, les cardiopathies congénitales et l'hypertension pulmonaire. Est-ce qu'il existe une maladie qui est directement liée à la grossesse? On observe plutôt ça en fin de grossesse, c'est les cardiopathies du péripartum, les syndromes d'hyperstimulation plutôt au début de grossesse, l'éclampsie, on en a parlé tout à l'heure, les œdèmes pulmonaires en particulier lors de l'utilisation de colytiques. Et puis il y a le problème de l'embolie pulmonaire qui reste toujours, l'embolie pulmonaire, quand quelqu'un est essoufflé, il faut y penser. Ça reste un adage universel. Alors l'asthme, pour commencer. Donc l'asthme, vous savez que la prévalence de l'asthme dans la population, c'est 5 à 7%. C'est sans doute plus fréquent chez la femme enceinte, même si les études sont assez discordantes sur ce point, 3 à 12%. Ce que l'on sait, c'est qu'environ 6 à 10% des femmes enceintes sont susceptibles de souffrir d'asthme. Et pourquoi? Parce que l'asthme, qu'est-ce qui se passe, l'évolution de l'asthme au cours de la grossesse? Eh bien, en gros, il y a un tiers des femmes qui s'aggravent, un tiers qui s'améliore, un tiers chez qui ça ne change rien.
Ça, c'est quelque chose que l'on observe régulièrement. Et en fait, les asthmes légers, donc JINA2, s'aggravent, un tiers environ s'aggrave en stade 3-4. Il y a environ un quart des malades qui sont plutôt sévères en stade 3-4 qui reviennent en stade 2, donc vous voyez, c'est compliqué. Et par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un risque d'aggravation qui est plus élevé dans l'asthme sévère, environ 50%. Plus de 50% des asthmes sévères sont à risque de s'aggraver au cours de la grossesse. Et ce qui est aussi intéressant à connaître sur le plan des urgences, c'est qu'il y a une aggravation du risque d'exacerbation, avec un risque relatif qui est multiplié par 3. Et ceci, on s'est aperçu que c'était surtout lié, pas tellement à la grossesse à proprement parler, mais surtout parce que les femmes enceintes, elles ont peur de prendre leurs médicaments, et soit elles arrêtent leur traitement de fond, et en particulier les corticoïdes, et il y a beaucoup de médecins qui encouragent ça, d'arrêter les corticoïdes, parce que les corticoïdes c'est dangereux, surtout chez la femme enceinte, et en particulier les corticoïdes inhalés. Alors, les corticoïdes inhalés, on sait bien qu'il y a une innocuité parfaite, y compris chez la femme enceinte. Donc il y a des pics d'exacerbation, en particulier aux alentours entre la 24 et la 36e semaine de grossesse. Donc, bien faire attention à ça et bien vérifier l'observance de ces malades. Et très souvent, c'est un problème d'observance qui majore donc ce risque d'exacerbation. En ce qui concerne le traitement, donc je ne vous ai pas fait tout en détail parce que c'est assez simple en fait. Le traitement, c'est pas différent du traitement de quelqu'un qui n'est pas enceinte, d'une femme qui n'est pas enceinte. Donc il n'y a aucune particularité du traitement de fond et des exacerbations dans le cadre de la grossesse. Aucune. Et ce qui est le risque, c'est de ne pas traiter, encore une fois. C'est pas de traiter, surtraiter, c'est de ne pas traiter. Donc les corticoïdes par voie générale, les corticoïdes inhalés, les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes, qu'ils soient de courte ou de longue durée d'action, doivent être utilisés à partir du moment où ils sont indiqués dans le traitement de l'asthme chronique ou bien des poussées aiguës. Le seul risque, qui est un risque assez relatif, c'est que les bêta-2 agonistes de courte durée d'action à forte dose, en particulier en aérosol lors d'exacerbation d'asthme, peuvent ralentir le travail, donc il faut faire un peu attention en fin de grossesse, mais ça ne change pas grand-chose. La crise d'asthme, on ne va pas ne pas la traiter sous prétexte que la malade va accoucher dans les heures qui viennent. Donc ça, c'est un petit résumé sur ce que je viens de vous dire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut toujours traiter ces malades et ne pas avoir la corticophobie, en particulier chez ces patients. Donc le traitement de l'asthme au cours de la grossesse est le même que le traitement de l'asthme en dehors de la grossesse. Alors, on va passer à une maladie qui est beaucoup plus rare que l'asthme. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que vous allez voir, c'est une maladie qui a un lien direct avec l'hormonologie, on va dire. La lymphangioleuiomyomatose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la lymphangioleuiomyomatose, c'est une maladie qui entraîne un trouble ventilatoire obstructif, un peu comme dans la maladie asthmatique, et qui touche que la femme, c'est une maladie rare, 1 pour 400 000 femmes, et qui est liée à une prolifération de cellules musculaires lisses anormales, s'accumulant le long des voies lymphatiques, avec un rôle très important des hormones sexuelles dans la maladie, en particulier des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Et la lymphangioleuiomyomatose, c'est une maladie qui, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout à fait l'habitude, c'est une maladie qui est une maladie kystique du poumon, donc ça fait partie des pathologies interstitielles. C'est une pathologie interstitielle avec un trouble ventilatoire obstructif, avec un poumon, vous voyez, qui est complètement fait de kystes de taille variable, à parois fines. Et qu'est-ce qui se passe dans la lymphangioleuiomyomatose, qui est une maladie qui est directement induite, enfin, en tout cas, qui est en lien avec les hormones. Et donc, il y a une majoration au cours de la grossesse du risque de pneumothorax, qui est la complication principale, et de chylothorax pendant la grossesse. Donc, un pneumothorax au cours de la grossesse, il faut quand même penser à cette maladie. Troisièmement, l'embolie pulmonaire. Ça va me faire le lien avec la pathologie cardiovasculaire. L'embolie pulmonaire, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent pendant la grossesse. Vous voyez, 1 pour 1000 à 1 pour 2000 grossesses. Ça reste une des premières causes de mortalité maternelle au cours de la grossesse. Et donc, il est important de mieux connaître ces facteurs de risque et de faire le diagnostic et de la traiter de façon correcte. Et c'est là aussi, vous allez voir qu'il y a encore des petites réticences dans le corps médical. Donc l'embolie pulmonaire, c'est surtout au 2e trimestre et au 3e trimestre que la fréquence est la plus importante. Donc le diagnostic de l'EP pendant la grossesse, il n'y a pas de spécificité des signes cliniques, donc ça ressemble vraiment comme le diagnostic de l'embolie en règle générale. Le problème, c'est la croyance dans le corps médical du danger des investigations et du traitement. On ne va pas faire ça parce que j'ai peur d'irradier le bébé, on ne va pas faire un angioscanner, on ne va pas faire une angiographie, on ne va pas faire une scintigraphie surtout. Des produits radioactifs, c'est terrible. Donc c'est ça le danger principal, c'est de ne pas faire le diagnostic.
Ce que l'on sait par contre avec certitude, c'est que l'embolie pulmonaire non traitée chez la femme enceinte, c'est 30% de mortalité, et que le risque du traitement anticoagulant est quand même pas négligeable, mais il est beaucoup moins, en particulier quand on le donne à mauvais escient. Et surtout quand on a fait le diagnostic d'embolie pulmonaire ou de maladie thromboembolique veineuse au cours de la grossesse, ceci va nécessiter un traitement préventif au cours des grossesses ultérieures. Alors les examens radiologiques diagnostiques. Donc là, il y a une inquiétude qui est totalement disproportionnée entre le risque lié à l'irradiation et l'injection de produits de contraste iodés ou radioactifs. En fait, le risque, il est infime. Je vais essayer de vous montrer ça par rapport à l'inquiétude que ça provoque. Donc les risques principaux, c'est de méconnaître le diagnostic et d'envisager une conduite thérapeutique qui est totalement inadaptée. Ce que l'on sait sur les doses des examens radiologiques, on considère qu'une interruption de grossesse est conseillée au-delà de 100 mg. Les risques de malformation fétale sont nuls si l'irradiation absorbée par le fœtus est inférieure à 50 mg, et que le risque de développer une maladie maligne en cas d'irradiation, il est nul si c'est inférieur à 10 mg. Je vous ai mis là un peu les doses reçues par le fœtus, estimées reçues par le fœtus avec ces différents examens, que ce soit la radio de thorax, la scintigraphie pulmonaire, l'angioscanner spiralé ou l'angiographie pulmonaire. Vous voyez que les doses sont infimes par rapport au risque qui est considéré comme étant potentiellement délétère. Donc vous voyez des risques qui sont des doses qui sont infinitésimales. Par ailleurs, les histoires des produits de contraste iodés, le seul risque connu, c'est la possibilité d'une hypothyroïdie fétale transitoire, et donc il faut quand même s'en occuper en cas d'injection de produits de contraste au cours de la grossesse. Donc en principe, le principe il est le même, toujours le même. Précaution, principe de précaution bien entendu, mais il faut et on doit réaliser tous les examens d'imagerie diagnostique à n'importe quel moment du terme de la grossesse, si cela s'avère nécessaire. On va me dire la biologie, est-ce que ça nous aide au diagnostic? Les dédimères. Les dédimères, c'est un peu comme ce que disait Didier Payen tout à l'heure sur la troponine. C'est-à-dire que les dédimères, au fur et à mesure de la grossesse, ça fait que monter. Et donc, c'est un intérêt extrêmement limité, sauf peut-être au premier trimestre, où les dédimères sont considérés comme normaux. Et encore, mais donc l'intérêt est uniquement là. Donc l'intérêt des dédimères, c'est qu'ils soient négatifs. Quand on fait des dédimères à une femme enceinte, c'est quasiment toujours positif. Donc c'est un intérêt qui est très limité. Donc si on veut résumer un peu la prise en charge diagnostique, la probabilité clinique, elle est difficile parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. On peut éventuellement faire des dédimères au premier trimestre, mais à mon sens, ça a peu d'intérêt. Généralement, ils sont positifs. L'examen de choix en premier, c'est l'écho-veineuse. Si vous avez une phlébite, c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire le diagnostic d'embolie. Si vous avez une phlébite, si vous avez une symptomatologie évocatrice et une thrombose des membres inférieurs, c'est bon, vous avez votre diagnostic, vous allez au traitement. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans l'approche diagnostique de l'embolie. Si l'écho-veineuse est normale, l'examen de choix, ça reste l'angioscanner. Vous voyez qu'on est très très proche de la démarche diagnostique d'un sujet non enceinte. Si c'est normal, il n'y a pas d'embolie. Si c'est positif, il y a une embolie. Si c'est non contributif, on va aller à la scintigraphie pulmonaire et ou à l'angiographie pulmonaire. Je dois dire, l'angiographie pulmonaire, ça fait très 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 longtemps qu'on n'en a plus fait dans l'embolie pulmonaire aiguë. Le traitement, là encore, c'est très simple. La seule chose au cours de la grossesse, c'est pas d'antivitamine K. Et surtout pas les nouveaux anticoagulants oraux. Surtout pas. Donc pas d'antivitamine K au cours de la grossesse parce que c'est tératogène. On pourrait théoriquement donner au deuxième trimestre, mais bon, en pratique, on n'en donne pas. Et donc le traitement de choix, ça reste les héparines, en particulier l'héparine non fractionnée ou les héparines moléculaires, et surtout les héparines moléculaires, qu'on va continuer au moins jusqu'à la fin de la grossesse, quand on les donne au cours de la grossesse. Le cas particulier de l'embolie pulmonaire grave, vous connaissez ce que l'on fait dans l'embolie pulmonaire grave. Le traitement est essentiellement symptomatique, l'oxygène, l'expansion volumique, les inotropes. Éviter les récidives, donc les anticoagulants, et restaurer l'hémodynamique. Et c'est là que les cas sont très sélectionnés. C'est la fibrinolyse et l'embolectomie chirurgicale pour des malades vraiment mourants ou en état de choc très grave. Alors est-ce que ça c'est possible de faire ça chez la femme enceinte? L'embolectomie chirurgicale, il y a une toute petite série, 10 cas publiés, 40% de mortalité fétale, donc quand même pas négligeable, 0% de mortalité maternelle. Donc ça marche, quand il faut le faire, il faut y aller, et malheureusement, tant pis pour l'enfant. Les thrombolytiques, alors là aussi, vous savez que la grossesse est une contre-indication relative à l'utilisation des thrombolytiques. Quand on regarde dans cette série qui avait été publiée il y a une dizaine d'années, 172 femmes,
3% de complications hémorragiques, donc c'est à peu près ce que l'on a habituellement. La mortalité fétale est assez faible, 1,7%. Par contre, pour les 24 embolies pulmonaires qui ont été thrombolysées à bon escient, il n'y a aucun décès maternel ou fœtal. Et chez les thrombolyses qui ont été faites pour des thromboses veineuses profondes, comme ça a pu se faire dans le temps parfois, bah c'est là qu'on a les ennuis. C'est-à-dire que quand on fait des thrombolyses à mauvais escient, c'est là qu'on a les complications, 2 hémorragies graves, une mort fétale. Donc les indications doivent être très limitées, comme en général dans l'embolie pulmonaire. Ah, mon petit dada, l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc c'est rare, mais c'est pas si rare que ça. En tout cas, l'HTAP, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme en âge de procréer. La grossesse pourrait constituer un facteur de risque d'HTAP, on n'en sait rien. Est-ce que il y a des facteurs hormonaux qui rentrent en ligne de compte, c'est possible, mais il y a un certain nombre d'HTAP qui sont révélés pendant la grossesse et qui posent d'énormes problèmes de prise en charge avec des conséquences parfois dramatiques. Didier Payan disait tout à l'heure que les femmes enceintes, elles meurent jamais, mais avec cette maladie, si, elles meurent quand même. Donc il faut faire attention. Donc qu'est-ce qui se passe au cours de la grossesse, hein, on l'a vu déjà un peu tout à l'heure, on a une baisse des résistances systémiques, on a une augmentation du débit, on a une augmentation de la coagulabilité, on a une augmentation de la consommation d'oxygène, une augmentation du volume sanguin circulant. Et tout ça, ça va contribuer à ce que l'on observe dans l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire une augmentation du shunt, un risque de thrombose in situ dans les artères pulmonaires ou d'embolie pulmonaire, une dilatation du VD, et une insuffisance cardiaque droite, et tout ça va aboutir finalement à ce que l'on observe, une augmentation des résistances, et puis parfois des véritables insuffisances circulatoires aiguës. Au décours de la grossesse après l'accouchement, ça continue, c'est pas fini, hein, du fait de l'augmentation brutale du retour veineux, tout ça va aussi contribuer à la majoration de l'insuffisance cardiaque droite et d'autres anomalies. Donc comme je vous l'ai dit, l'HTAP au cours de la grossesse, soit elle est connue avant, dans ce cas-là il faut dire à ces femmes de ne jamais tomber enceinte, donc il faut des méthodes de contraception qui doivent être très très efficaces, mais vous voyez qu'on rencontre quand même dans un peu moins de la moitié des cas des femmes qui vont poursuivre quand même leur grossesse alors qu'elles se savent connues, en tout cas avec une HTAP sévère. Mais dans plus de la moitié des cas, c'est découvert pendant la grossesse. Et on en a régulièrement. Alors la mortalité était très élevée avant, hein, dans les années 60, enfin, jusqu'aux années 90, on va dire, hein, de l'ordre de 30% pour l'HTAP idiopathique. Et elle a beaucoup baissé ces dernières années, mais elle reste, vous voyez, quand même non négligeable, 17% dans cette série. Dans une série récente internationale qu'avait publiée Xavier Jaïs, elle est de l'ordre de 11%. Donc, c'est mieux, mais c'est encore une mortalité qui est quand même importante. Et cette mortalité, elle peut survenir pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement, et en particulier dans la semaine qui suit l'accouchement. Vous avez une majorité de décès qui surviennent au décours de l'accouchement, dans la semaine qui suit. Donc ces malades-là, quand elles accouchent, il faut les mettre aux soins intensifs et les surveiller pendant une semaine, même si on a l'impression que tout va bien. Car les décès peuvent arriver à ce moment-là. Les conséquences en termes de prise en charge, donc, en fonction du terme et de la sévérité de l'HTAP, l'interruption de grossesse doit être proposée systématiquement. Et nous, on propose énormément d'interruptions de grossesse chez des femmes qui, malheureusement, tombent enceintes alors qu'elles ont une HTAP. Il y a malheureusement un certain nombre de femmes qui vont poursuivre leur grossesse. Et là, la prise en charge, elle doit être très très serrée, hein, parce qu'il y a dans des centres d'expertise, en association avec les obstétriciens. Et ce que l'on propose actuellement chez ces femmes qui poursuivent leur grossesse, c'est un accouchement par césarienne sous anesthésie loco-régionale, généralement aux alentours de la 34e semaine. Ça fait le lien avec les maladies cardiaques. La cardiomyopathie du péripartum, c'est quelque chose que l'on rencontre généralement dans le dernier mois de grossesse, hein, ou au décours de la délivrance. On ne connaît pas vraiment quelle en est la cause. C'est quand même quelque chose d'assez rare, hein, 1 pour 3000, 1 pour 4000 naissances. Le mécanisme est totalement inconnu, peut-être d'origine virale, peut-être l'auto-immunité, peut-être une réponse anormale au stress hémodynamique de la grossesse. C'est un tableau d'insuffisance cardiaque tout à fait classique, une insuffisance cardiaque gauche, diagnostiquée par l'écho, avec une dysfonction systolique du VG. Un certain nombre de facteurs de risque, hein, le fait d'être de race noire, plus de 30 ans, multiparité, etc. Ça ne nous aide pas beaucoup pour faire le diagnostic. L'évolution, elle est très sévère, hein, il y a 20% de décès ou de greffe chez ces malades-là, de greffe cardiaque. Et en dehors de ça, ça récupère plutôt bien. La mortalité fétale n'est pas négligeable non plus, de l'ordre de 10%. Et le traitement, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'ECMO, éventuellement, parfois, quand il y a une myocardite prouvée. Les IEC, c'est contre-indiqué pendant la grossesse, donc il faut utiliser tout ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent, mais pas d'IEC. Le traitement immunosuppresseur n'a pas fait la preuve de son efficacité dans les cardiomyopathies du péripartum.
sauf peut-être une indication un peu limite dans les myocardites prouvés histologiquement. Et enfin la transplantation cardiaque. Pour rester dans l'insuffisance cardiaque, il y a l'œdème pulmonaire des taux coliques que l'on rencontre en fin de grossesse en utilisation de bêta-2 mimétique lors d'une MAP, avec une fréquence qui est assez variable, une mortalité de l'ordre de 3%. Un mécanisme qui n'est pas très clair, hein, peut-être sûrement d'origine cardiogénique, ou de l'inflation hydrosodée, une augmentation de la perméabilité capillaire. C'est un tableau d'OAP parfois assez typique, avec une hypokinésie du VG, sans dilatation. Donc le traitement est purement symptomatique. Bon, l'embolie de liquide amniotique, j'en ai pas parlé parce que je pensais que Didier Paillet en parlerait. Bon, c'est des tableaux extrêmement graves, hein, liés au passage de liquide amniotique dans la circulation maternelle. Donc je vais passer ça et j'ai quasiment terminé. Enfin, je voudrais juste revenir sur un petit point. C'est quelque chose que l'on rencontre au début de grossesse chez des femmes qui ont eu de la stimulation ovarienne. On voit de plus en plus de femmes qui ont de la stimulation ovarienne dans le cadre je trouve pas mes mots, c'est moi aussi je perds la mémoire, de stimulation donc pour avoir un bébé. La physiologie, c'est le taux élevé de stradiol et le rôle qui agit essentiellement sur le métabolisme des prostaglandines et le système rénine-angiotensine, qui augmente la perméabilité vasculaire. Et donc, c'est des tableaux d'épanchement pleuraux, d'acide. Et on nous envoie souvent ces malades-là. Nous, quand on était à Clamart, on avait pas mal cette expérience-là parce qu'il y avait beaucoup de précréation médicalement assistée. Voilà, cherchez le terme. Dans le service à Clamart. Et donc, ce sont des femmes qui sont stimulées, qui développent un tableau d'épanchement pleural bilatéral. On nous les envoie pour suspicion d'embolie, en fait, en pratique, et c'est souvent un tableau un petit peu différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la dyspnée, c'est très fréquent. C'est le plus souvent bénin. L'embolie, il faut toujours s'en méfier, et ça se prend en charge comme une embolie chez tout malade, sauf que les AVK sont contre-indiqués. La grossesse peut entraîner une aggravation, peut aggraver ou révéler certaines maladies chroniques. Et il y a certaines maladies graves qu'on a vues là dernièrement, qui sont directement liées à la grossesse. Voilà, je vous remercie.